Madame, Monsieur, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 6 février au sommaire de ce soir. À l'ouverture du salon du tourisme, l'incertitude demeure pour les liaisons inter-îles. Sans reconduction de la délégation de services publics, Air Tahiti ne peut pas ouvrir les ventes de billets vers plusieurs îles à compter du 1er juillet. Une situation aux conséquences économiques préoccupantes pour les prestataires. Un procès en appel s'est achevé ce matin à la cour d'assises. Un homme déjà condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour des viols intrafamiliaux contestait sa peine. À l'audience, il a maintenu sa version sans exprimer d'empathie envers les victimes. Bâton en main, place au mouvement. À Veitupa, les Matahiapo de Fa'a reprennent la marche nordique. Une activité tournée vers la santé et le lien social à découvrir en fin d'édition. Nous vous en parlions hier dans nos journaux. À compter du 1er juillet, il sera impossible de réserver vers 34 îles de Polynésie. En cause, l'absence de reconduction du contrat de délégation de service public qui empêche Air Tahiti de mettre ses billets en vente. Une situation aux conséquences lourdes pour les prestataires touristiques des îles éloignées présents cette semaine au Salon du tourisme. Thomas Chabrol et Rarahu Mahachong sont allés à leur rencontre. Le Salon du tourisme, un événement placé sous le signe de la promotion des îles, des bons plans, mais aussi de l'inquiétude pour certaines destinations. En ce premier jour, un sujet cristallise les discussions. Impossible de réserver des vols à partir du 1er juillet vers les 34 îles desservies dans le cadre de la délégation de services publics. Et pour certaines d'entre elles, le tourisme est un pilier de l'activité économique, comme à Raivave ou Hana. C'est pas aussi bien pour notre publicité aussi. On fait des choses à moitié. Donc la pension, il y a de la place, mais on n'est pas sûr d'avoir un avion. Donc ça pose un gros problème financièrement pour les entreprises comme nous, qui venons de loin et qui payons nos stands pendant 3 jours. Et on n'est pas sûr de pouvoir faire la réservation à fond, tu vois. Surtout que juillet-août, c'est la période des vacances, c'est là où les familles viennent caler leurs prochaines vacances, quoi. Voilà. On est un manque à gagner, on est pénalisé. Autant les clients aussi sont pénalisés, ils veulent partir, mais voilà, ils n'ont pas de vol. Rikitea, Mani, Kauai, Katiu, Makemo, Ae, Takapoto ou encore Wauka, Wapo sont aussi dans l'incertitude. Pour elles, le carnet de réservation est bloqué au 30 juin, alors que les autres îles hors DSP peuvent bénéficier des offres du transporteur aérien jusqu'au 30 septembre. Ces pensions sont de plus en plus présentes au Salon du tourisme. C'est aussi l'événement dans lequel ils font le plus de réservations, puisque justement, comme ce sont des petits hébergements, ils ont accès à un réseau de distribution qui est assez restreint. Et c'est vrai que l'exposition qu'ils ont au Salon du tourisme est très importante pour eux. Pension de famille à Mataiva enregistre déjà des annulations. Sans réservation possible pour le transport, difficile de projeter un séjour au Tuamotu en juillet ou tout septembre. Ce matin, on a eu des clients qui sont venus. Ils voulaient réserver un séjour pour juillet. Et quand ils ont su qu'il n'y a pas de vol, ils ont annulé directement. Ils ne sont pas sûrs et ils ne veulent pas de surprise. Du coup, il n'y a plus de réservation du coup. Entre promotion du Fénois et inquiétude au cœur même du salon, les professionnels du tourisme des îles impactées espèrent des réponses rapides. Ils réclament de la visibilité pour maintenir l'activité dans les îles éloignées. Et ce soir se tient une réunion à ce sujet avec le gouvernement au Salon du tourisme afin de faire un point sur la situation. Côté justice, 3 jours d'audience pour une affaire particulièrement lourde. Ce matin, la cour d'assises a clos le procès en appel d'un homme condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le viol de sa fille, de sa petite-fille et de sa belle-fille. À la barre, l'accusé n'a exprimé aucune empathie envers les victimes, affirmant même être la cible d'un complot. Le point avec Sam Teinaouri. Comme lors du premier procès, l'accusé n'a exprimé aucun regret, n'a eu aucune empathie pour les victimes. Et contrairement au premier procès, il n'a pas insulté les victimes, ce qui, selon son avocat, avait fortement pesé dans la décision de la Cour qu'il avait condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Son avocat a également rappelé que le dossier ne reposait sur aucune preuve matérielle, uniquement sur des déclarations. Dans ce dossier, au-delà de ces paroles, il y a des éléments qui sont assez troublants.
On a une plainte qui, semble-t-il, est orchestrée plusieurs années après les faits, qui est déposée dans un contexte très particulier, familial, avec une maison en enjeu. Et donc tous ces éléments font qu'on peut se poser des questions sur la crédibilité du dépôt de plainte et au-delà de la réalité des faits qui y sont dénoncés. L'avocat général a rappelé les éléments des expertises psychologiques qui démontrent que l'accusé est un pervers manipulateur qui pourrait recommencer. Il a requis 18 ans de réclusion criminelle. Pour Maître Jourdain, la Cour devra surtout se baser sur la loi et les éléments objectifs du dossier. La peine qu'ils ont à appliquer doit tenir compte de certains éléments et pas d'une attitude, pas de sentiment, pas d'analyse subjective d'un individu, mais sur des éléments concrets qui sont les faits et la personnalité de l'homme qu'on a à juger. Plusieurs éléments du dossier posent question, comme le jouet sexuel offert par la petite fille de l'accusé qui avait été utilisé pour la violer. Ces viols avaient été portés à la connaissance de la femme de l'accusé il y a plusieurs années. Les plaintes ont été déposées par les victimes quelques jours après que l'accusé leur avait demandé de ramasser leurs affaires et de sortir de sa maison. Après la justice pénale, la question de la reconnaissance et de la réparation, suite à l'adoption à l'unanimité de sa proposition de loi visant à améliorer l'indemnisation des victimes des essais nucléaires en Polynésie française, la députée Meriana Redarbelo a convié la presse pour apporter de nouvelles précisions, notamment sur le recours des victimes et de leurs familles afin d'être indemnisées. Nous l'écoutons au micro de Nicolas Pérez. Le remboursement pour la caisse, en fait, se fera lorsque l'individu lui-même sera reconnu victime. Donc, c'est comme ça que le dispositif prévoit un étalement des remboursements, mis à part le premier remboursement, puisqu'on a 756 victimes déjà reconnues par le CIVEN et où la CPS, en l'occurrence, pourra demander un remboursement alors massif, en tout cas pour 756 personnes. Actuellement, il y a 10 515 personnes qui n'ont pas déposé de dossier. Donc une partie, quasiment la moitié, sont déjà décédées. Donc ça sera aux ayants droit de faire la démarche de demande d'indemnisation de leurs proches décédés. La moyenne d'indemnisation, elle est autour de 70 000 €. Donc vous multipliez par 10 500 et vous tombez sur un chiffre. Ça sera pour l'indemnisation. Mais le chiffre que vous allez obtenir, c'est le maximum. C'est, on va dire, l'assiette totale de ce que ça va coûter. Je l'ai dit dans l'hémicycle, j'ai trouvé déjà émouvant d'avoir cette unanimité de tous les groupes, mais alors de la gauche à toute la droite. Mais surtout, pour moi, le message que lançait l'Assemblée nationale ce jour-là, c'est de dire aux Polynésiens et aux vétérans, on ne vous oublie pas. Et en bref, l'annonce couvait depuis quelques jours, elle a été confirmée par Moïse Broderson à Tahiti Info. Le ministre de l'Éducation, Roni Teripaya, va être écarté du gouvernement. Son successeur devrait être connu le 13 février. Hier, au lycée hôtelier, une journée de prévention contre le suicide a réuni élèves, associations et professionnels de santé. Les jeunes ont pu prendre la parole et proposer des actions concrètes aux représentants du gouvernement. De ces échanges est né un concept innovant, le Mahana Day. Les explications avec Pépin Moukante au micro de Hoanui Atuahiva. Le Mahana Day. Donc c'est simplement prendre au moins 5 minutes dans une journée, une fois par mois au moins. Et là, on a fixé avec l'association tous les 5 du mois que chaque personne puisse prendre 5 minutes pour envoyer un message bienveillant, en tout cas prendre des nouvelles à des personnes qui nous sont chères. Voilà. Et donc peut-être en ayant ce petit geste de bienveillance, donc on va arriver également à repérer parmi les aides qui nous sont chères, il y a des aides qui sont en souffrance et qui ont besoin d'être soutenues. Et en tout cas, l'objectif, c'est de retisser des liens entre nous, donc pour pouvoir construire une société bienveillante et épanouie. Voilà. À quelques semaines des élections municipales, la campagne entre dans une nouvelle phase. On ouvre cette page spéciale dédiée aux enjeux locaux. À
à Pireh, la bataille municipale est lancée. Le maire sortant Édouard Fritsch, réuni sous la bannière du Amuitatauno Pireh, brigue un nouveau mandat. Au cœur de son programme, un centre-ville à repenser et de nouveaux équipements pour les jeunes. Des investissements importants rendus possibles selon lui par une situation financière aujourd'hui maîtrisée. Nicolas Pérez est allé à sa rencontre. C'est au pas de charge qu'Édouard Fritsch et ses colistiers mènent cette nouvelle campagne des municipales. Lui qui, dès l'an 2000, est devenu premier magistrat de la commune, veut engager un virage à 180 degrés pour ce troisième mandat consécutif. C'est un changement d'optique complètement de la commune. Pireh était considérée comme une commune dortoir. Aujourd'hui, nous voulons en faire une commune beaucoup plus active. Et pour ce faire, le maire sortant a décidé de bâtir un nouveau centre-ville ambitieux. Près de 3 hectares situés sur le site d'Aoreiti-Nihau et de l'ancien Comsup. Ce site devrait accueillir de nombreux commerces, une salle de spectacle, une maison pour tous, un parking et le futur marché devenu vétuste. Côté investissement, 2,2 milliards de francs seront sur fonds propres, le reste sera financé par le privé. Alors, bien sûr que dans les discussions avec les banques, c'est la partie la plus importante pour eux. Comment vont-ils faire pour rembourser leur emprunt ? Nous sommes propriétaires de ce foncier que nous louerons aux entreprises privées, aux entrepreneurs privés, aux sociétés privées qui viendront construire et exploiter, mais paieront un loyer en échange. Une dynamique d'investissement marquée, selon Édouard Fritsch, par la bonne santé financière de la commune. On est arrivé, la commune avait 2 mois d'autonomie. 1 à 2 mois d'autonomie. Aujourd'hui, nous avons 8 à 10 mois d'autonomie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un matelas qui est beaucoup plus confortable que celui que nous avons trouvé en arrivant. Les jeunes ne sont pas oubliés. Le site de Pater devrait aussi bénéficier d'un lifting avec une nouvelle maison des jeunes. De nouvelles structures sportives seront érigées et fusionnées avec un centre médical pour lutter contre les différentes addictions. Il y a les addictions à la drogue, à l'AS Opaka, mais il y a aussi l'obésité aussi également. Notre rêve, c'est de voir un jeune, il se lève le matin, il sait quoi faire de sa semaine. Parce que c'est ça, il faut lutter contre l'oisiveté pour que le jeune sache où il veut aller dans le futur. Enfin, le cimetière de la commune, arrivé à la quasi-saturation suite à la crise Covid, devrait s'agrandir avec un investissement d'1,2 milliard sur les 4 prochaines années. Autre commune, autre configuration. À Tayarapu-Ouest, 2 candidats sont déjà déclarés pour les municipales de 2026. Arthur Mati, premier adjoint au maire sortant, et Taputu Fahana, ancien conseiller de Toahutu. Avec plus de 6000 électeurs répartis sur 3 sections de communes, chaque liste devra réunir 28 colistiers. Les explications avec Davidson Bennett. Faire aboutir les projets, c'est le leitmotiv d'Arthur Mati, premier adjoint au maire sortant à Tayarapu-Ouest. Il a décidé de se lancer dans la course à la mairie. Déçu par la mandature actuelle, il prend donc ses distances avec Tétouanoué Amblin et conduit sa propre liste, Te Areapi, la nouvelle vague. Un projet qu'il dit fondé sur l'écoute, la transparence et la proximité. Soutenu à Tiahupo par James Pito et par Amota Hawata Toahutu, le candidat met en avant plusieurs priorités. La mise en place d'un plan général d'aménagement, l'optimisation des dépenses communales, l'amélioration du cadre de vie et la rénovation des écoles. Ça fait quand même depuis 2023-2024 que nous avons tiré la sonnette d'alarme pour prévenir aux élus que nous étions en train de passer dans le rouge. Et effectivement, hier, nous avons eu notre entretien avec Tamanahao et tout, les services de l'État. Et puis ça s'est avéré, c'est comme si en recette, on avait 1000 francs. Par contre, on dépense 2000 francs. Aujourd'hui, ça m'interpelle un peu, la situation de la commune, le compte de gestion. C'est pour ça. Dès qu'on sera en place, si jamais on gagne les élections, je vais demander un audit financier. Nous avons beaucoup de projets déjà en cours et on fait la continuité de ces projets-là. Autre candidat entré dans l'arène pour ces communales à l'ouest, Taputu Fahana. À la tête d'une équipe composée de 29 colistiers et 6 suppléants répartis sur les 3 communes de Tayarapu-Ouest, il mène la liste depuis Toahutu. À ses côtés, de jeunes entrepreneurs, Milton Parker à Tiahupo et Randy Lishinfok à Veirao. Une candidature née d'un constat, selon lui, une commune divisée et des problématiques persistantes. Sécurité, proximité et identité, ce sont les 3 axes du programme du groupe Ensemble pour demain, Yaho et Tatouno Ananai.
La sécurité qui est primordiale chez nous, protéger nos familles, l'éclairage public, renforcer les actions de prévention. Notre force, c'est on veut apporter nos compétences et notre énergie pour pouvoir changer et améliorer la vie au niveau de notre commune. Et derrière nous, nous avons nos colistiers qui ont les mêmes valeurs que nous. À quelques mois du scrutin, Taputo Fana affiche ses ambitions à rassembler et construire ensemble le Tayaropu Ouest de demain. C'est la fin de cette page municipale, une campagne que nous continuerons bien sûr à suivre jusqu'au scrutin. Changement de registre maintenant avec un hommage par le sport. Mercredi, 19 rameurs du RIMAP ont parcouru 80 km en va-à entre Aroué et Papeari. Un effort physique pour commémorer les 80 ans du retour des Tamarii volontaires en Polynésie après la Seconde Guerre mondiale. Depuis octobre dernier, 5 défis sportifs ont été lancés pour symboliser les 5 années de guerre vécues par les 300 volontaires du Pacifique partis en 1941. Des épreuves exigeantes mêlant natation, marche, course, va-à et parcours d'obstacles pour honorer leur engagement et la mémoire de ceux qui sont tombés. Mais le sport ne sert pas seulement à commémorer, il est aussi un outil essentiel de prévention et de bien-être. AFA ALAS Tefana relance ses séances de marche nordique, un programme gratuit dédié au bien-être et au lien social. Ce matin, du côté de Veitupa, les seniors ont débuté leur séance par des échauffements avant d'enchaîner avec des exercices adaptés. Matai Hurei a suivi cela de près, les commentaires sont signés Veitiare Nauta. Respirer, marcher ou encore se ressourcer, la marche nordique fait son grand retour pour les Matahiapo de FAA. Ici, sous l'œil attentif de Fernand et Françoise, la discipline permet tout simplement de prendre soin de sa santé, de son corps et de son moral. Parce que la marche nordique, c'est vraiment agréable parce que, par exemple, pour les personnes âgées, on joint l'utile à l'agréable. On fait du sport, on fait des mouvements, on fait la marche, on se promène en même temps dans ce beau jardin de Veitupa. Tu vois, c'est génial. Tu as vu, il y a le soleil aujourd'hui, le soleil, les arbres, les oiseaux. Bien que le programme soit destiné aux seniors, la présentation d'un certificat médical est vivement recommandée. Vaut mieux passer quand même une visite médicale pour que le docteur te dise « je suis en bonne santé ». Il ne faut pas payer si tu as un cœur qui ne marche plus, ça va créer des problèmes. C'est pour ça, avec ce petit certificat, c'est toi, hein, c'est pour toi le certificat, pour dire je peux, tant que tu viens. On hisse le corps vers le haut, vers le ciel, on va le plus loin possible. On fait ça pour le plaisir et on apprend quand même la technique. Et on ne va pas t'apprendre la technique 100%, hein. Mais au moins que tu puisses te servir bien de tes bâtons. Les rendez-vous se déroulent à raison de 2 séances par mois tout au long de l'année, une activité gratuite et un outil efficace de prévention santé pour les Matahiapo, à condition de le pratiquer en toute sécurité. Et notez que la prochaine rencontre est programmée le 20 février de 9h à 10h au parc Motu Ovini de Faa'a. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après Ta'atatumu, suivi de l'émission Débrief avec comme invité le ministre de l'économie Warren Dexter. Et plus tard en soirée, un nouvel épisode de votre série Fénois Urbex. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour faire le point sur l'actualité locale. D'ici là, passez une excellente soirée sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.